Salut Victor, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Alexandre, avec plaisir, merci à toi. Alors, ça me fait plaisir d'enclencher cette interview avec toi pour de multiples raisons. La première, c'est que tu es un intervenant sport et c'est un milieu qui m'intéresse plus particulièrement pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que dans le sport, on peut aussi parler entreprise, on peut parler société, parler dépassement de soi, mindset. Il y a énormément de sujets à évoquer. Et puis aussi parce qu'en découvrant ton profil, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas qu'un ballon entre les mains, il y avait aussi énormément de facettes à découvrir. Et l'objectif, c'est peut-être de faire profiter de tout ça le grand public. Est-ce que tu peux te présenter justement pour ce grand public? Bien sûr, je m'appelle Victor Mopsus, j'ai 25 ans, euh, je suis basketteur professionnel, je fais du basket depuis l'âge de 2 ans, ça fait 3 ans, euh, ma sixième année professionnelle. Aujourd'hui, je suis meneur de jeu au C-Chartres basket masculin en Pro B, deuxième division, et je suis père de famille, et un petit garçon de 2 ans et bientôt marié. Donc, voilà, Félicitations. voilà à peu près. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup pour un jeune homme de 25 ans. Ça fait beaucoup. Euh, Et comment a démarré, on va repartir dans l'enfance, c'est un sujet qui m'intéresse quel que soit le domaine d'activité, hein, que ce soit un entrepreneur, un sportif. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous viennent de l'enfance et j'aime bien repartir là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer qui était le petit Victor? À quel âge le basket est rentré dans ta vie, etc. Alors, le petit Victor, on va dire qu'il est né dans le basket, mais dans le sport de façon générale. Je suis issu d'une famille très sportive. Donc, mon père était basketteur professionnel en tant que joueur. Puis après, il a basculé dans le coaching professionnel, D'accord. où il a eu la chance de coacher en première division, de jouer l'Euroleague, une Coupe d'Europe, la plus grande Coupe d'Europe. Euh, Ma mère également a fait du basket, mais a privilégié après les études. Et, euh, et après, j'avais aussi mon grand-père et mon parrain qui était international en jeune pour mon parrain et en équipe professionnelle en A quoi, pour mon grand-père au rugby. D'accord. OK. En fait, voilà, je suis issu du rugby, du basket. Euh, Mon parrain et mon grand-père également euh, ont été volleyeurs professionnels également. Ils ont été volleyeurs et rugby professionnels. Donc, je pense naturellement que je me suis orienté dans le Tu, sport. ouais, tu Je baignes dans le suis né sport. dedans. Ouais. Voilà, c'est ça. J'ai baigné dans le sport et c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours intéressé. Aujourd'hui, bah, voilà, je fais de mon métier. Donc, c'est génial, mais le petit Victor, voilà, a toujours baigné dans le sport. Euh, Tout est en même temps en essayant de gérer au mieux les études, mais à un moment donné, voilà, j'ai dû et j'ai préféré m'investir à 100% dans le basket. C'est justement une question que j'avais. Alors moi, plus jeune, je tapais du ballon, mais pas à ton niveau, tu vois. Euh, à quel moment un jeune de 10, 12, 13, 14 ans, hein, c'est sur cette tranche d'âge en général, courant collège, hein, qu'on fait des tests, il me semble, dans des clubs pro, des choses comme ça. À quel âge on se dit, ça y est, la porte s'ouvre et il y a potentiellement une lueur vers le monde professionnel qui peut s'ouvrir à moi. À quel moment ça s'est passé pour toi? En fait, ce qui a été facile pour moi, par moments aussi difficile, c'est quand j'ai commencé le basket, je savais que je voulais être professionnel. J'ai jamais considéré le basket comme un simple jeu, un simple amusement. Ça a toujours été pour moi mon futur métier. Donc D'accord. évidemment, c'est ma passion également. Donc
voilà, mais c'est vrai que dans mon esprit, j'étais déjà conditionné dès le début à me dire je serai professionnel. Euh, donc ça, moi, c'était d'un point de vue personnel, mais à côté de ça, on va dire qu'il y a un processus euh, où en fait on intègre dans un premier temps un pôle espoir. Donc le pôle espoir, c'est une structure régionale en fait qui accueille les 12 meilleurs joueurs de la région euh, pour en fait les former un maximum au basket. En fait, c'est avoir des emplois du temps qui sont aménagés avec les cours, parce qu'on reste aussi des collégiens. Euh, les collégiens donc, pour aller à l'école, gérer à l'école, mais également à côté, avoir des entraînements le matin avant les cours et à la fin des journées. Donc en fait, le cursus commence à cet âge-là, donc 12 ans, euh, où on va en internat D'accord. aussi. Ça, c'est quand même assez important, je trouve, de le dire parce que les gens ne se rendent pas trop compte de ça. C'est que j'ai souvent entendu dire que voilà, pas tout le monde, mais que ouais, ils sont payés à jeter la balle dans un panier. Ce qui n'est pas totalement faux en soi, mais ce que je veux dire, c'est qu'à côté de ça, il y a quand même eu également enfin, beaucoup de sacrifices parce qu'à 12 ans, partir de chez soi, si on ne se connaît pas trop, qu'on n'est pas fort mentalement, bah déjà, ça peut être assez compliqué. C'est très bien ce que Donc tu voilà. dis, et c'est l'objet de cette invitation. On en a parlé un petit peu avant l'émission tous les deux, hein, Ouais, en off, j'ai envie de dire. Voilà. ouais, Euh, ouais, c'est une expression aussi. c'est bien ça. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse et que je veux mettre en lumière pour justement ces gens qui pensent que tout est facile, on est sportif à haut niveau, on va gagner beaucoup d'argent, il y a les paillettes, etc. Mais c'est ce sacrifice, ce choix, alors à la fois de l'enfant et aussi du parent, tu vois. De se dire, j'ai mon petit bout de chou, parce que 10, 12, 12 ans, enfin, tu vois, c'est jeune, quoi. Et parfois, c'est pas forcément dans la région. Moi, j'ai eu des échos où un gamin était à Saint-Étienne, il a été pisté par le centre de formation du Havre à l'époque, je donnerai pas de nom, mais dans les années 2000, il y a eu deux jeunes comme ça. Et c'est des sacrifices pour les deux parties, l'enfant et le parent, quoi. Totalement, totalement. Oui, non, en fait, c'est le parent doit être prêt déjà à lâcher son enfant, au Ouais. moins pour la semaine, le retrouver très rapidement le week-end parce que on finit les cours le vendredi soir, prendre la route pour rentrer chez soi, pour avoir entraînement le vendredi soir, pour euh, jouer le samedi, donc avoir une compétition avec son club en rentrant le samedi et rentrer le dimanche soir à l'internat pour redémarrer une semaine. C'est express. Euh, c'est pas toujours très simple, mais ça forge après, par contre, ça forge énormément. Et je dirais que c'est le début, c'est ce qui t'apprend en fait, bah, on va dire les prémices d'un professionnel, parce que derrière, après ces 2 années-là, euh, que sur l'année des 15 ans, on rentre en centre de formation ou à l'INSEP. Donc, l'INSEP, l'Institut national du sport, etc., à Paris, ou alors en centre de formation, et ça dans n'importe quel coin de France. Donc moi, je suis originaire du Sud-Ouest, je suis né à Agen. Euh, Mes parents voilà, sont du Sud-Ouest également. Euh, Mon père ayant bougé énormément dans le coaching, on les a suivis, ma famille et moi avons suivi mon père. Ma première année de Pôle Espoir, j'ai été dans le Nord. Donc, on était dans le Nord à ce moment-là, Très belle dans région. le Pas-de-Calais. Très belle région. Dans le Pas-de-Calais, à Liévin, on habitait, et le Pôle Espoir était à Wattignies, D'accord? donc à côté de Lille, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Euh, et ensuite, donc mon père a changé encore une fois de club l'année d'après, et j'ai fait un transfert de Pôle Espoir, où je suis passé du Pôle Espoir de Wattignies au Pôle Espoir de Mont-de-Marsan, où on est revenu dans le sud.
Et juste après cette année-là, que j'ai été recruté au centre de formation de Chalon-sur-Saône, donc, D'accord. pas très très loin de Lyon, en Bourgogne. Et donc là, c'est là où justement j'ai 15 ans, et je viens de les avoir, et là je pars mais à 7 heures de chez moi en fait. Donc là, Ah, il s'agit plus de rentrer en fin de semaine, on est en internat toute la semaine, on rentre chez soi une semaine à Noël, et après, c'est l'été quoi. Donc en fait, tu te construis seul. Évidemment, les parents sont toujours là, ils t'appellent, ils essaient de venir te voir, etc. Certains week-ends quand ils peuvent, mais encore une fois quand ils peuvent. Et puis c'est assez compliqué les week-ends parce qu'également on a des matchs. On est amené également à jouer avec plusieurs équipes. Donc honnêtement, c'est quand même un mode de vie assez spécial. Tout en sachant qu'à côté, hmm. il y a l'école. Et oui, c'est ça. Et Faut c'est pas ça aussi, oublier il que, faut gérer. Faut pas oublier. alors, si on veut, si tu veux bien repartir dans la psychologie de tes 14, 15 ans, euh, déjà, quelle est ta relation avec les autres jeunes qui sont dans la même situation que toi? Alors, vu d'extérieur comme ça, on se dit que ça doit quand même vous forger, enfin, de vous rapprocher les uns les autres parce que vous êtes finalement dans la même situation. Euh, J'imagine que tu en gardes des coéquipiers comme des frères, quoi. Ouais, ça a été des souvenirs assez exceptionnels parce que quand j'en parle aujourd'hui, pour moi, c'était hier, quoi. Alors que c'était il y a 10 ans, Il y a plus de 10 ans, ouais. vraiment il y a 10 ans. Donc, c'est que j'en ai gardé un sacré souvenir. J'y suis resté quelques temps, j'ai vécu des choses fortes aussi, des moments très forts. Euh, donc, oui, après, ça a créé des amitiés, à minima des connaissances. Ça a aussi créé, en fait, ça nous a appris ce qu'était la vie déjà, c'est-à-dire Ouais. le monde professionnel avec toute sa concurrence, etc. Moi, il y a quelques années, il m'est arrivé en fait de commencer en fait une amitié avec des personnes avec qui j'étais en concurrence à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'est normal. En fait, on a tous le même objectif, c'est de devenir professionnel. Mais il y a pas assez de place pour tout le Il monde. y a peu d'élus, quoi. Et il y a peu d'élus et c'est une réalité. Et quand tu es jeune, ceux qui le comprennent très tôt, c'est ceux qui y arrivent parce que justement, c'est encore une fois tout un tas de sacrifices où tu es au lycée, tu peux pas faire comme tous les autres lycéens normaux, sortir le week-end, te coucher super tard, aller boire un verre avec tes potes. Non, tu peux pas parce qu'en fait, tu es conditionné. Tu es conditionné à déjà réviser pour avoir ton bac quand même, parce que ça reste un des objectifs primaires. Et ensuite, ouais, à essayer d'avoir cette hygiène de vie, de t'inculquer déjà une hygiène de vie professionnelle, Mm. bien manger, te coucher tôt, bien boire, travailler techniquement. Ça, c'est des choses qu'en fait, on ne t'apprend pas trop. En fait, on te dit, il faut que tu deviennes professionnel. Tu es là pour devenir. On te parle du résultat, mais sans te parler ou Du t'aider chemin. dans le comment faire, dans le cheminement. Exactement. Et, euh, et c'est là où c'est important, je pense, que en fait, les gens se rendent compte de notre processus. Donc, alors, encore une fois, moi, j'ai adoré. Je ne peux pas dire le contraire, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on a une vie banale euh, et qu'on ne mérite pas de gagner notre vie avec le basket, en fait. Et encore une fois, en disant ça, il y a quand même aussi énormément d'inégalités salariales également, d'un joueur à un autre, d'une équipe à un autre, à une autre. Et Donc, voilà, c'est important d'en parler parce que c'est pas quelque chose qui est banal, quoi. pour que les gens puissent bien comprendre. Alors là, tu parles de basket, mais on va pouvoir dupliquer finalement ce que tu as vécu sur énormément de sports, que ce soit collectif ou individuel.
Euh, Moi, les plus de remontées que j'ai, c'est forcément dans le foot parce que c'est mon sport d'enfance, c'est le sport que j'ai suivi pendant des années, des années. Il faut bien comprendre une chose. Le gamin qui rentre en préformation ou en formation, il a aucune assurance talentueux ou pas, il a aucune assurance en fait in fine de finir le cursus, déjà premièrement. À la fin, est-ce qu'il sera vraiment professionnel ou pas? Et lorsqu'il le sera, bah, tout peut s'arrêter du jour au lendemain pour des questions de blessures. Est-ce que la personne en question, que ce soit un mec ou une nana hein, d'ailleurs, sera en capacité de vraiment changer de la région, de se dire, OK, je passe pro, mais est-ce que je suis prêt à traverser la France pour aller jouer dans un club qui se trouve dans une région que je ne connais pas, où il n'y a ni famille, ni amis, etc. Donc finalement, le pourcentage de réussite, si on prend le nombre de jeunes qui rentrent à 13, 14, 15 ans dans les centres de pré ou formation, à la sortie de carrière, combien, tu vois? Et c'est Oui, ça c'est qui est clair. fou, que les gens doivent comprendre, quoi. C'est clair, c'est clair. Et en fait, également, même nous, en tant que jeunes joueurs, au début, c'est normal, on a énormément d'objectifs, on est ambitieux, Et rêveur. bien Notre sûr. objectif, voilà, comme tout Bah, gamin, il c'est faut d'essayer rêver, d'aller hein, de toute jouer. façon. Oui, Ouais, bien sûr, c'est d'essayer d'aller jouer en NBA, d'aller jouer en Euroleague, en Pro A, première division française, jouer à l'étranger, etc. Euh, et au début, quand ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, on peut le prendre comme un échec, alors que en prenant un peu de hauteur, le simple fait de devenir professionnel, déjà déjà une une énorme victoire, réussite. bien Ah sûr. oui. Donc Ouais, parce qu'il après, y a c'est déjà très très bien peu d'élus, d'avoir. quoi. Exactement, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être conscient de ça. Après, rien n'empêche également de travailler pour essayer d'atteindre d'autres objectifs. Et c'est très bien comme ça. Il Bien faut sûr, se fixer des objectifs. tout à Mais fait. c'est vrai que c'est important de réaliser que c'est quand même une sacrée chance déjà d'être là où on est aujourd'hui. Donc là, on repart en arrière. Donc tu as 15 ans. Tu pars donc en centre de formation à Chalon, C'est c'est ça. ça? Comment ça se passe l'intégration puisque ce n'est pas ta région initiale? La séparation avec papa-maman, l'intégration dans le centre, les éducateurs. Est-ce qu'il y a une cellule, c'est un truc qui m'intéresse, est-ce qu'il y a une cellule qui prépare le jeune, par exemple sur le premier mois ou le premier trimestre, tu vois, en termes d'accueil? Alors, je sais pas pour cibler hein, le centre dans lequel tu étais, mais de manière générale, comment ça se passe l'intégration d'un jeune? Tu vois, si des Alors, il y a parents quand nous même. écoutent, par exemple, tu vois, et ils se posent la question, le gamin, il a des capacités, il commence à être scouté par des recruteurs. Comment ça se passe? Alors, de façon générale, en fait, les coachs, les recruteurs décident de faire venir le jeune en question, qu'il puisse faire un ou plusieurs entraînements afin de voir ce qu'il vaut, en fait, Bien sûr, ou au moins cibler un certain potentiel. Euh, et ensuite, à partir de là, ils font une présentation globale, en fait, du centre de formation. Donc, ils présentent les infrastructures, donc la salle, euh, l'internat, les appartements, euh, le lycée, présente un peu rapidement la ville. Voilà, c'est tout ça, la présentation de l'équipe professionnelle, du staff de chaque équipe. Grosso modo, c'est ça qui est fait. Euh, Après, il y a toujours des personnes un peu référentes qui on va dire, seront les grands-pères, les grands-mères ou les deuxièmes parents, en fait, en les soi, du nounous, joueur. quoi. Voilà, il y a les petites nounous qui vont être là, supporter un petit peu mentalement ou alors voilà, aider au possible le jeune qui arrive. Après, pour le reste, je dirais que c'est une sélection naturelle. C'est-à-dire que bah, c'est, encore une fois, je sais pas si je dois dire malheureusement ou simplement, bah, c'est comme ça, mais c'est les plus forts qui restent en fait. Et quand je dis les plus forts, c'est les plus forts mentalement. Ouais. J'ai vu des coéquipiers qui ont duré, voilà, qui ont duré 2 mois et après c'était trop pour eux parce qu'ils étaient loin de la famille ou alors que au niveau, à cet âge-là, tu te compares énormément avec les autres.
sentir qu'il n'y a pas le même niveau ou qu'il est loin d'atteindre le niveau global de ses coéquipiers. Donc c'est trop dur mentalement et ça part. Enfin, c'est assez difficile. Ou alors même le fait de conjuguer les cours et le basket, parce que ça fait de belles journées aussi. Tu t'entraînes à 8 heures du matin pendant 1 heure et demie, que tu dois enchaîner les cours toute la journée et finir à 17 heures. Et à 17h30, tu dois déjà être sur le terrain, finir à 19h. À 19h, repartir vite au lycée pour manger avant que le lycée ferme les portes et repartir à l'internat pour aller en études avant de dormir. Ça fait des journées, voilà, Ouais. ça fait Il n'y a pas, de très grosses journées. y a pas de place sur la liberté, même mentale, de pouvoir. Voilà, c'est ça. Il y a pas beaucoup de place pour ça. Et, euh, et donc, voilà, ouais, je dirais que c'est une sélection naturelle, en fait. Une vraie sélection naturelle où les meilleurs arrivent à, on va dire, continuer le processus. Et ça, en fait, jusqu'on va dire la dernière épreuve, l'épreuve finale on va dire, de recrutement dans une équipe professionnelle, quoi. Et donc là, on est donc il y a 10 ans en arrière, C'est ça. donc en 2015. Il y a, en faisant finalement des recherches et en discutant un petit peu avec toi, on s'aperçoit qu'à 15 ans, alors tu vas mieux l'expliquer que moi, mais il se passe un événement dans ta vie. Ouais, il se passe un événement qui a été, je pense, le commencement pour moi de ce qu'est réellement notre monde professionnel. En fait, il faut savoir quand même que j'ai toujours été plutôt en avance, que ce soit au niveau de la maturité en tant que jeune homme ou alors même en tant que joueur. J'étais relativement en avance. Euh, et, euh, et en fait, donc il y a 10 ans, je rentre en fait sur le terrain avec l'équipe professionnelle. Ce qui a créé un record de précocité. Ça a fait un buzz assez colossal quand même à l'époque. Et, euh, et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est le processus en fait, de comment ça s'est fait. Il faut savoir que, comme je te l'expliquais avant, j'ai fait mes 2 années de Pôle Espoir. Et en fait, à la sortie de ma deuxième année de Pôle Espoir, on va dire une grande majorité des coachs en fait, de centres de formation, de penser qu'en fait, j'allais aller à l'INSEP. L'INSEP, il faut savoir que c'est un peu le Graal, on va dire. C'est un petit peu le Graal, on va dire que c'est les plus gros prospects qui vont là-bas pendant 3, 4, voire 5 ans. Et donc dans de très grandes infrastructures, qui sont l'INSEP, etc. Et en fait, tout le monde m'avait un peu imaginé aller là-bas. Et sauf que ça n'a pas été le cas, j'ai pas été sélectionné. Et donc, en fait, je me retrouve à rien avoir, en fait. Je n'avais aucun contact, aucun centre de formation m'avait contacté, du coup. Et donc, j'ai dû moi-même, en fait, appeler certains centres de formation. Dire, voilà, Victor Moxus, j'ai joué là, là, et je cherche un centre de formation pour l'année prochaine. Et voilà, la première réaction du coach, c'était, ah, mais on pensait que tu allais aller à l'INSEP, c'est pour ça qu'on t'a pas appelé, etc., etc. Et donc, j'ai eu grosso modo 3 clubs, en fait, de centres de formation qui m'ont contacté. Il y en avait un qui voulait me voir en test sur une journée, et les 2 autres étaient prêts à me prendre sans test directement. Euh, Après qu'il m'ait contacté, moi en fait j'ai fait un choix en fait d'en écarter un parce que voilà, j'étais pas prêt à aller là-bas, peut-être par rapport à la distance aussi avec ma famille, etc.
Et du coup, j'ai décidé d'aller d'abord faire le test, donc la journée de test dans le club qui m'avait contacté pour ça. Et je passe un entretien et en fait, je comprends rapidement que il cherche un joueur d'un autre poste que le mien. Donc au basket, il faut savoir que parfois il y a des joueurs qui peuvent jouer plusieurs postes, chose qui n'est pas le cas pour moi parce que j'ai toujours été un pur meneur de jeu. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, il n'y a pas que des joueurs très 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 grands qui jouent au basket. Je Tu suis mesures combien totalement le. pour le grand public comme Ah, ça? moi, je suis le contre-exemple. Je fais 1m76. Ouais, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas que des grands. Et, euh, et donc moi, pour le coup, voilà, j'étais prédestiné à être meneur de jeu et que meneur de jeu. Et en fait, quand je comprends qu'il veut me faire jouer à un autre poste, je dis, mon père était à côté de moi. Il m'a dit, voilà, bon, il y a un petit coup de coude sous la table, histoire de dire, bon, laisse, fais ta journée, on verra. Donc la journée se passe. C'est une journée correcte, personnellement, mais pas à l'aise parce que je joue pas à mon poste. Et donc là, la personne qui s'occupait, qui était le référent un peu du centre de formation de l'époque, me dit, mais écoute, Victor, nous on est déçus parce que t'avais un peu vendu comme le meilleur ou l'un des meilleurs joueurs de ta génération à ce poste-là, mais finalement, on ne trouve pas trop. Il y a eu des joueurs meilleurs que toi. Et donc, écoute, on ne te prendra pas en centre de formation donc pour jouer en moins de 18 ans dans un championnat de France. Mais par contre, on accepte de te prendre dans l'équipe régionale. Bon, euh, moi, ça me blesse, logiquement. Je dis, bon, je rentre chez moi et je vais quelques jours après, donc du coup, à Chalon-sur-Saône, que j'avais, c'est donc le deuxième club que j'avais accepté de rencontrer. Et là, le jour et la nuit, par contre. C'est-à-dire que on m'a accueilli les bras ouverts, on m'a clairement dit qu'ils misaient sur moi, ils m'ont tout présenté, très que voilà, ils avaient me donné des responsabilités basket. J'ai signé un contrat avec eux directement, en fait, qui me permettait à 15 ans de toucher, c'était 115 euros par mois à l'époque, mais ce qui était très très bien pour moi à l'époque. Parce que finalement, Et ça représente, je me permets de te couper, finalement, ça représente ton argent de poche puisque tu es logé, nourri, blanchi. totalement, Et totalement. Ouais, ouais, totalement. En fait, pour finalement, un gamin de c'est 15 ans, voilà, moi il y a, voilà. Et puis et il y a 10 le ans, simple quoi. fait il y a 10 ans, le simple fait de recevoir ça en jouant au basket, encore une fois, moi, à ce moment-là, c'était incroyable pour moi. Que non seulement tu me sélectionnes, mais en plus tu me payes pour faire ce que j'aime. Donc voilà, moi, c'était une aubaine pour moi, c'était parfait. Euh, et donc, du coup, je décide d'aller à Chalon-sur-Saône. À Chalon-sur-Saône, je suis capitaine, premier meneur. Ensuite, je double en fait chaque week-end avec l'équipe Espoir, qui est en fait les moins de 21 ans, qui est un peu considérée comme l'équipe réserve de l'équipe professionnelle, où je suis également premier meneur. Et donc vient en fait 6 décembre. 6 décembre, je me rappelle très bien parce que c'est tout simplement le jour de l'anniversaire de mon père. Et qu'en fait, bah, ce jour-là, moi, je lui dis, écoute, papa, je suis pas avec toi, mais j'ai un cadeau. Et voilà, mon cadeau, c'est que tu vas pouvoir me voir jouer avec l'équipe pro à Limoges, à Beaublanc, tel jour. Dans la Et plus voilà. grande salle de Pro A, quoi. Bah, du moins, un des clubs les plus mythiques, on va dire, de France, avec un public qui, voilà, pour ceux qui ont déjà joué, ils savent que c'est un public, c'est un vrai public, un très bon public, qui fait beaucoup de bruit, etc. Et donc, voilà, moi, c'était génial pour moi, en fait, de pouvoir l'annoncer le jour de l'anniversaire de mon père. Et, et aussi, en fait, ça s'est fait très naturellement. Et surtout, c'était pas du tout prévu, quoi.
Moi, C'est lié à quoi, du coup, le fait que tu sois sélectionné, parce que là, t'as 15 ans, c'est ça. l'équipe première t'appelle pour jouer. C'est lié à quoi? Une absence, une blessure? C'est ça, en fait, c'est lié à une blessure. Donc, moi, D'accord. je finis mon entraînement avec le centre de formation. Je suis douché, je suis prêt, je suis en train de marcher, en fait, pour aller manger au lycée avant d'aller en études, etc. Et en fait, j'ai mon coach qui court après moi, qui dit Victor, Victor, reviens, il faut que tu t'entraînes avec l'équipe professionnelle parce que le meneur américain s'est blessé, etc. Jusque-là, j'ai dit, bon, c'est cool, génial, ça va être cool, bien. Donc j'y vais, je fais mon entraînement et le match était 2 jours après. Mais l'équipe professionnelle partait le lendemain après-midi et ils avaient entraînement le lendemain matin. Mais moi, je n'étais pas convié à l'entraînement, il fallait que j'aille à l'école. Et en fait, j'apprends un peu après que le coach des pros a annoncé que en fait, qu'il allait me mettre sur le terrain, peu importe le scénario du match, pour me permettre, pour me récompenser, parce qu'ils m'ont quand même choisi, parce qu'ils, pour eux, j'étais le joueur le plus à même à pouvoir remplacer temporairement ce joueur américain. Donc, pour me récompenser et également me faire créer donc, un record de précocité. Donc voilà, aujourd'hui, je suis le plus jeune joueur à avoir joué en première division. Donc c'est toujours en l'état, là, tu détiens toujours ce Euh, record de précocité en première division de basket. voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ouais, c'est ça. 15 ans et 3 mois et je- il sera battu d'ici là, je pense, avec tous les phénomènes qui arrivent. Mais voilà, c'est une petite histoire, une petite expérience qui m'appartient et qui m'a qui m'a aidé, qui m'a par moments aussi desservi. Mais voilà, j'en garde quand même un très beau souvenir. T'imagines, t'auras 80 ans un jour et tu pourras raconter à tes petits-enfants que tu as été recordman de précocité en première division de basket, quoi. Au fond, c'est ce qui Ah, c'est sûr, restera, tu vois. clairement, clairement. Ça, tu peux être fier de ça. Ah, Et qu'est-ce qui se passe dans, dans la tête d'un gamin de 15 ans, 3 mois et 10 jours, du coup, pour ouais, être précis? c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à l'époque? Parce que, ok, c'est du basket, ok, tu y joues depuis l'âge de 2 ans, mais tu es entouré finalement d'adultes, dans une salle pleine, Limoges, on rappelle, un public assez chaud. C'est télévisé ou pas? Totalement. Ouais, Télévisé, tu vois. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit à ce moment-là? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui secoue là-haut, ou les mains tremblent, ou au contraire, les pris au jeu et on y va à fond? alors en fait, sauf très très jeune, mais j'ai jamais été quelqu'un de très stressé en fait. Euh, et même si là en fait, je ressentais quand même une adrénaline. C'était même pas un stress en fait, c'était une adrénaline. C'était un mélange en fait de fierté, mais j'étais dans une concentration extrême parce que si j'étais amené à jouer, bah voilà, je voulais pas. Mon côté compétiteur ne voulait pas être simplement un figurant, quoi. Même si je jouais contre des superstars en face, bon, voilà, je voulais essayer d'apporter ma petite pierre quoi, à l'équipe. Et donc, en fait, non, aucun stress. Vraiment aucun stress, une concentration, essayer ouais, de se donner à fond sur le moment et profiter, en fait, finalement. Et ton match se passe bien, du coup? Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que un autre joueur qui est à mon poste, pardon, se blesse un peu aussi. D'accord, Pardon. Et pas en de fait, souci. du coup, où j'étais censé, on va dire, aller jouer 2 3 minutes, je me suis rapproché des 9 minutes. Donc en fait, moi, c'était génial. J'ai pu profiter de l'expérience et pas faire une simple petite apparition sur le terrain, quoi. Donc,
c'était c'était génial pour moi. Ça se termine par une défaite et ouais, une blessure d'un autre coéquipier. Donc, c'était pas super, mais voilà, personnellement, c'était un moment, ouais, quand même inoubliable, quoi. Et j'imagine fierté du papa, le jour de son anniversaire, le 6 décembre. Moi, quitte une jolie C'est date, hein, c'est ça. la mienne aussi, tu vois. Donc, C'est vrai. je Ah, bah, profite du clin d'œil, c'est le jour de la Saint-Nicolas, donc toute personne, ah, voilà. Et j'imagine donc fierté du papa à ce moment-là, de voir son bébé sur le parquet. bah ouais, c'est fierté du papa, fierté de la maman, de tout le monde, de toute la famille, Bah, bien sûr. fierté du centre de formation, fierté des personnes bah, qui m'ont aidé en fait à arriver jusque-là, forcément. Donc du coup, on en est à ce fameux match. Donc on reprend donc ce fameux match. C'est 9 minutes de jouer. Et qu'est-ce qui se passe ensuite dans ta vie du coup? Parce que j'imagine que de devenir recordman de précocité en première division de basket, ça déclenche de la curiosité. Mhm. Comment ça se passe du coup, ton quotidien à partir du samedi soir ou du dimanche matin, en l'occurrence? Bah, tout va très très vite, tout est amplifié. Euh, je rentre à peine dans le bus que, bah voilà, réflexe de jeune d'aller sur les réseaux. En fait, bah, tu te vois partout, tu as des demandes d'ajout partout, euh, tu reçois des messages de tes proches, voilà, en masse. Et à partir de là, en fait, ouais, tout s'accélère. Je me rappelle que ça doit être on joue le samedi, le lundi, je repars au lycée avec, je crois que je sais plus si c'est Canal+ ou TF1 qui est avec moi, quoi, qui me demande en fait de scénariser mon entrée au lycée. Il rentre avec moi donc dans l'école, il rentre avec moi dans la classe. Et en fait, c'est là où tu dis ah ouais, là il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et, euh, et ça va très vite en fait. Il y a quelques jours auparavant, on me connaissait pas trop. J'étais, on va dire, du moins dans mon monde, un joueur normal. Ouais, Et c'est là, ça. il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi les médias hein, viennent comme ça à tour de rôle au lycée, à la salle pour m'interviewer. Et là, en fait, tu comprends que, ok, là, ça peut aller très très vite. Et Ça peut aller très très vite. ça déclenche un changement de regard des autres envers toi ou pas à ce moment-là? Totalement, totalement, parce que ce soit même ne serait-ce que des lycéens qui avaient l'habitude de me voir, juste de me croiser, en fait, ils se disent, ah ouais, T'es mais en juste fait, Victor de base, tu vois. ouais, mais qui sait, en fait, voilà, ou même d'avoir du jugement, en fait, envers moi. Ah, la télé est là, du coup, voilà, je pense qu'il a pris la grosse tête. Alors que, bon, c'est des jugements d'enfants, mais sur le moment, c'est réel, quoi, c'est ça qui se passe. Et vis-à-vis de mes coéquipiers, certains étaient très contents pour moi. Comme je te l'ai dit un peu avant, ceux à mon poste, bah, ah ouais, mais donc si lui y est arrivé, moi j'y arriverai peut-être pas, ou si j'y arrive, ce sera pas ici. En fait, ce sera pas dans ce même club, vu que lui, il y est déjà arrivé, entre guillemets. Donc ça crée aussi de la jalousie. Ça crée aussi de la jalousie dans d'autres centres de formation, parce qu'on est aussi en concurrence. Que même si après, avec du recul, tu comprends que voilà, ça sert pas à grand chose de jalouser ou de juger ou quoi que ce soit, mais sur le fond, c'est ça, c'est qu'on est tous en concurrence. Donc, ah ouais, mais pourtant, lui, il est moins fort que moi dans tel domaine, etc. Alors pourquoi? Et c'est là, en fait, où tu comprends que dans une carrière, il y a donc l'aspect mental, comme je te disais avant, il y a le travail, voilà, le fait d'être une personne assez câblée, assez stable, mais il y a aussi un brin de chance que tu peux pas maîtriser.
Et c'est ça Et, aussi bien parfois sûr. qui fait la différence. Et, euh, et donc, ouais, il y a un changement de regard chez pas mal de monde. Euh, Après, pour le coup, moi, ça me dérange pas trop trop. La suite de la saison se déroule entre guillemets comme elle a commencé. Match avec les cadets, avec les espoirs. Je continue de m'entraîner avec les pros et de faire un peu le banc et même de jouer quelques minutes sur quelques matchs qui ont suivi. Et, euh, et après, en fait, fin de saison et moi, j'ai ma première sélection en équipe de France, donc en moins de 15 ans, où je suis le capitaine. On fait ce qu'on appelle un tournoi de l'amitié. En fait, c'est un tournoi qui réunit donc la France, l'Espagne, la Grèce et l'Italie. Et, euh, et voilà, donc c'était en juillet. Et ensuite, retour fin août ou mi-août au centre de formation. À la réalité, quoi. À la réalité, ouais. Comment ça se passe après ça? C'est-à-dire que tu touches du bout du doigt le monde pro. Est-ce qu'on se sent arrivé ou est-ce qu'on se dit, OK, on m'a quand même permis d'être sur le devant de la scène. Maintenant, il reste un énorme travail, que ce soit physique, tactique, mental. Comment ça se passe du coup à compter de tes 16 ans là et jusqu'aux prémices de ta maturité, quoi. Bah, disons que j'ai toujours été quand même lucide et assez mature sur les situations. Donc là, je savais que il y avait forcément un événement qui avait fait que j'avais joué en pro. Pour autant, on m'avait quand même aussi choisi. Mm. Donc, je savais que j'étais loin d'être arrivé. Et de toute façon, c'était pas, et ce n'est toujours pas dans mon tempérament de me dire, ah, je suis arrivé, j'ai plus d'efforts à fournir. Donc, je continuais d'énormément travailler, vu que pour moi, c'était une première récompense à tout le travail effectué. Euh, pour autant, voilà, euh, en fait, mon club a voulu me préserver physiquement. Parce qu'il bon, du coup, fallait savoir qu'entre les matchs en cadet, en espoir, la petite période en pro, l'équipe de France est venue également se greffer avant la reprise, la première partie du Jordan Brand Classic, qui est en fait un tournoi organisé par Nike, Ah, ça qui c'est réunit énorme. qui réunit en fait les 40 meilleurs joueurs européens d'une génération. Ouais. Donc j'ai eu la chance de participer à la première partie Donc, avec quand tu dis trois les autres 40 Français. meilleurs joueurs européens, c'est en gros, il y a combien de Français là sur les 40? Ben, sur les 40, en fait, il y a quatre Français. Ouais, Il y a quatre Français et après, ça vient ouais, de de toutes partout, quoi. parts. Italie, Espagne, Ouais, etc. Italie, Espagne. Donc, tu es Euh, considéré parmi voilà, le 5 majeurs des jeunes de ta génération à l'époque pour aller sur le camp voilà, Jordan, du quoi. moins, voilà, c'est ça. Donc, qui a emmené derrière vers une deuxième partie qui allait, elle, se faire à New York. La deuxième partie était à New York. Et, et donc, il se passe ça. Attends, je fais un petit bisou à mon fiston. Bien sûr. Tout à l'heure. Salut. Et donc ouais, la deuxième partie se faisait à New York. Moi, j'ai pas été conservé. En plus, la raison était qu'ils voulaient faire un peu plus de mixité parce qu'on était une des nations, voire la nation la mieux représentée. D'accord. Et donc en fait, pour essayer de donner un peu plus de visibilité à d'autres nations, moi en fait, j'étais celui qui avait le moins montré en soi par rapport aux autres et qui avait un peu moins le profil recherché aujourd'hui. Mais bon, c'était une expérience déjà incroyable, quoi, pour moi. Donc, c'était vraiment, vraiment bien. Et puis après, ouais, retour à la réalité. Je rentre à Chalon. Et à ce moment-là, moi, enfin, je m'étais imaginé certaines choses, dans la continuité de ce qui s'était passé, en fait.
Je savais que j'allais pas jouer tous les matchs avec les pros, et c'était même pas forcément ce que j'attendais. Mais je pensais avoir du lien avec eux. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec tout ça, tout ce que je viens de t'expliquer, j'ai fait une saison à 108 matchs. Donc, Ce saison qui à est 108 énorme. matchs, si je dois donner un exemple, si je dis pas de bêtises, je crois qu'une saison NBA sans les playoffs, c'est 80 ou 88 matchs, un truc comme ça. Que ça fait beaucoup. Pour un jeune de 15 ans, c'est énorme. Et donc, en fait, mon club a voulu me préserver physiquement et mentalement. Donc, moi, dans ma logique, j'aurais préféré qu'ils m'enlèvent de ma catégorie d'âge, donc les moins de 18 ans, qu'ils me mettent à plein temps avec les moins de 21 ans, l'équipe Espoir, et m'entraîner avec les pros régulièrement et voir ce qui se passe après, faire le banc et voir, prendre les minutes que j'ai à prendre. Et en fait, non, c'est pas passé comme ça. C'est qu'ils m'ont coupé totalement de l'équipe professionnelle. Je faisais que les matchs à domicile avec l'équipe Espoir et je jouais la majeure partie du temps en fait avec les cadets, donc ma catégorie d'âge. Et donc à ce moment-là, premièrement, il y a de l'incompréhension. Euh, et deuxièmement, c'est que vu tout le buzz qu'il y avait eu avant, en fait, tu passes de d'un prospect ultime comparé à Tony Parker, etc., à même dire un prospect déchu, en fait, un flop, comme on dit Ouais. aujourd'hui. Et, et ça n'a pas été simple de suite, parce que quand tu as 15 ans, même si tu es mature, que t'es pas stressé, que tu arrives à prendre de la hauteur sur les choses, tu comprends pas. Et quand tu comprends pas, ça te frustre, quoi. C'est Et en comme, plus, moi j'aime bien donner l'exemple de, tu donnes le jouet préféré à ton enfant et tu lui enlèves 2 secondes après, sans lui dire pourquoi, la réaction, elle va pas être fameuse, quoi. et en Là, plus, c'était t'es bien exactement ça. entouré, quoi. C'est-à-dire que tu as un papa qui est dans le milieu, qui peut peut-être C'est ça, t'expliquer avec, entre guillemets, les mots d'un coach, au-delà d'être ton exactement, père. Je me permets, je le connais exactement, pas, mais disons que totalement, de ce que je peux en comprendre, il a aussi peut-être la vision d'un coach ou d'un dirigeant. totalement, Et tu as quand même cette chance-là, parce que le gamin qui est envoyé en centre, à qui il arrive ça, mais papa et maman n'est pas du tout issu du milieu du sport, ils peuvent exactement, vite se laisser embarquer dans une psychose, etc., quoi. totalement. Ah, totalement. Ça a toujours été quand même une force. C'est vrai d'avoir des parents, un père qui connaît le milieu, qu'avec ses bons côtés et ses moins bons. Mais pour le coup, même lui, connaissant le milieu, quand lui-même te dit, je sais pas ce qui se passe, c'est, c'est presque ça qui est le plus inquiétant, en fait. Et surtout que t'arrives pas vraiment à avoir de réelles explications du pourquoi, du comment, etc. Et donc ouais, ça amène énormément de frustration. Donc c'est à ce moment-là où il faut être encore plus fort mentalement, qu'il faut éviter de prendre en compte le, les pensées d'autrui, quoi, des gens, De l'extérieur, quoi. de l'extérieur et faire ton truc, quoi. Être dans ta bulle et en fait de passer de la lumière à l'ombre. Et ça a été un petit processus qui a duré, je pense, je dirais un an, du moins une saison. Et après, j'ai commencé à y prendre goût. Parce que je me suis dit, bon, de toute façon, aujourd'hui, on me sous-estime. Au fond de moi, je me disais, je vais leur montrer. Mais également, je me disais, de toute façon, on m'attend pas. Vu qu'on me considère plus, on ne m'attend nulle part. On ne t'attend Donc, plus, quoi. on m'attend plus du tout. Donc, je fais mon truc et adviendra ce qui adviendra. Donc Et au là, final, voilà, j'arrive à avoir un rebond quand même personnel, donc avec l'équipe Espoir, qui me permet, en fait l'année d'après d'être dans l'effectif pour jouer
la Coupe d'Europe, donc pas l'Euroleague, mais une en dessous qui s'appelle la Champions League, comme au foot, mais c'est pas le même niveau. Sauf que cette année-là, malheureusement pour moi, c'est que l'équipe professionnelle, les résultats de l'équipe professionnelle ne sont pas fous. D'accord. Et si bien qu'en fait, pendant les 6 premiers mois, ils sont relégables. Et ben, du coup, quand ce genre de choses arrive, les projets jeunes passent à l'as, malheureusement. Mais en fait, moi, ben, mon maillot de Champions League, je l'ai mis seulement en pyjama, si tu veux. Tu vois, j'ai jamais eu la chance, en fait, que ce soit sur un match à domicile ou à l'extérieur, de faire part, en fait, de faire partie, pardon, de l'effectif. Pourquoi? Parce que quand l'équipe était relégable, pas de projet jeune. Et quand c'était plus le cas, eh ben, il fallait que je révise pour mon bac. Parce que je suis quand même aussi, euh, un jeune étudiant, un lycéen qui passe son bac de français, qui passe, son bac de sciences, enfin. Et en fait, c'est ça où, sur ce coup-là, j'ai pas eu trop de chance non plus. Mais Ouais, le j'étais dans l'ombre timing, encore. Le timing était comme ça. Il a été fait comme ça, c'était écrit comme ça. c'est parfois comme ça dans la vie, quoi. C'était pas C'est le comme ça. moment, quoi. C'était pas le moment. Et donc, mais j'avais vécu une expérience encore plus forte avant qui fait que j'appréciais maintenant à être dans l'ombre. Ouais. Même si c'était de l'injustice pour moi, ok. Mais de toute façon, ça change pas. Ça fait 1 an que c'est comme ça, donc c'est pas grave. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais sans être résigné, je me permets de te couper. Tu dis finalement l'ombre, c'est quelque chose, voilà, c'est une zone dans laquelle tu as trouvé du confort, mais sans se résigner malgré tout. C'est-à-dire que tu vas à l'entraînement avec la même force, la même énergie, une forme de résilience, quoi. Totalement. Totalement, parce que dans ces moments-là, en fait, tu te poses des questions à toi-même et tu essaies d'y répondre. Et moi, voilà, je me suis dit, écoute, Victor, t'as fait je sais pas combien de sacrifices, t'es parti de la maison à 12 ans. Euh, à 12 ans, t'étais déjà à 1 heure de chez toi, tu voyais pas trop ta famille. À 15 ans, t'es à 7 ans de chez toi, à 7 heures de chez toi. Euh, c'est simple, c'est soit t'es toujours à fond, soit tu rentres chez toi. Autant que tu profites de ta famille. Mais voilà, comme je t'ai dit, c'est que j'avais tellement ce désir d'être professionnel, c'était ancré en moi, et voilà, ça allait toujours que c'était même pas la question, elle s'est posée 2 secondes, quoi. Donc derrière, ouais, faire preuve de résilience, prendre son mal en patience, travailler, euh, comme un acharné parfois. Mais voilà, au bout d'un moment, je me disais que le travail allait payer. Il a payé, il est encore en train de payer, et j'espère qu'il paiera encore. Donc là, tu es à Chalon. Tu y restes combien de saisons au total? Alors j'y reste, si je te dis pas de bêtises, j'y reste 4 saisons. Ouais, j'y reste 4 saisons. 4 saisons et après il y a un prêt ou un transfert dans un autre club? Alors pareil, donc en fait, au moment où ben, je rentre en pro, donc beaucoup d'expositions médiatiques, etc., mais également des agents Voilà, c'est ça. qui, Je qui voulais en t'appellent, venir. Hmm. des agents qui t'appellent pour te représenter. Donc moi, encore une fois, j'avais la chance de connaître le milieu grâce à mon père. Et donc en fait, encore aujourd'hui, je suis représenté depuis ce moment-là, en fait, par les agents de mon père, qui étaient les agents de mon père. J'ai pu aussi quand même créer une certaine relation. Et surtout, je pouvais leur faire confiance parce que justement, ils représentaient mon père à l'époque. Et, euh, et donc, en fait, à la fin de cette saison-là à Chalon, mes agents me disent, bon, ben, Victor, on va te trouver un club en Pro B, donc deuxième division. Euh, voilà, on cherche et on te tient informé.
Je dis, bah, parfait, comme ça, moi, Pro B, je vais aller jouer, je vais jouer. Je vais avoir des minutes pour pouvoir me développer et revenir en première division au moment venu. Ce qui est très Le temps sain dans le passe, processus. dans le processus, voilà, c'est ça. Moi, j'avais aucun problème avec ça, de descendre pour mieux remonter, voilà, C'est aucun clair. problème. Et donc, à ce moment-là, le temps passe et quelques touches, mais rien de, qui n'aboutit à rien, en fait. Et n'ayant pas ouvert le marché de la Nationale 1, donc la troisième division, je me retrouve sans rien. Je me retrouve sans rien et je suis obligé, entre guillemets, de me rabattre, même si c'était encore une fois une belle expérience, mais sur un autre centre de formation, mais avec un contrat différent. C'est-à-dire qu'en gros, pour essayer d'être un peu plus dans le détail, il y a trois sortes de contrats. Tu as le contrat aspirant au tout début. Ensuite, tu as le contrat stagiaire et le contrat professionnel. Donc moi, en fait, je suis passé du contrat aspirant à Chaland au contrat stagiaire à Boulazac, donc D'accord. à côté de Périgueux là-bas. Et en fait, ce qui m'a permis de d'être rémunéré un peu plus, mais de surtout en fait m'entraîner vraiment tous les jours avec l'équipe professionnelle qui était également en première division. Et j'y suis allé aussi dans l'optique de pouvoir, parce que c'était ce qu'on m'avait également présenté, de pouvoir gagner, gratter quelques minutes en première division, etc. avec l'équipe pro. Donc la préparation se passe. Personnellement, je fais une très belle préparation. Moi, ça me redonne un petit peu aussi un peu d'espoir pour voilà, pouvoir peut-être avoir un chemin différent de ce que j'aurais pu penser sur le moment. Et le championnat commence. Et là, ben, du coup, malgré les minutes qui étaient quand même très correctes que j'avais pu avoir en pré-saison et la bonne pré-saison que j'avais faite, pas de temps de jeu du tout. Un match, deux matchs, trois matchs, quatre matchs. Et là, je comprends que bah, ça va être ça, quoi. Ça va être ça toute l'année, malheureusement. Qu'à côté de ça, ben, moi, du coup, c'est un deuxième petit coup au moral. Euh, parce que du coup, pour garder bah, du temps de jeu, je vais jouer aussi avec l'équipe Espoir. Mais c'est pas ce que je voulais sur le moment. Et en fait, arrivé à un moment donné où, malencontreusement, sur un match de Coupe de France, je me fais une double entorse à la cheville qui m'écarte en fait des terrains de février à mai. Et donc en fait, bah, j'avais fait pratiquement une saison blanche finalement. Mm. Et donc là, le processus change encore. Moi, dans mon objectif, je voulais passer pro. Il y avait vraiment, pour moi, même mentalement, je pouvais plus. Il me reste encore un an en jeune, mais j'en avais plus la force et l'envie. Puis même pour mon développement, j'avais envie de jouer avec des adultes. Et donc cette fois-ci, mes agents ont ouvert le marché de la Pro B, mais également de la Nationale 1. Étant donné que j'avais eu quasiment une saison blanche, j'ai eu très peu de touches en Pro B. Ouais. Donc j'ai pas de Pro B qui s'est manifesté. Et j'ai eu quelques équipes de Nationale 1. Et donc une avec laquelle ça a abouti à un contrat, c'est l'équipe d'Avignon. Avignon qui, en plus, ça s'était fait un peu tardivement parce qu'ils sont montés, parce qu'une équipe qui devait monter n'avait pas les finances. Enfin, ça s'est fait Un assez peu tard. Ça s'est à fait l'arrache, quoi. à l'arrache courant août, alors que c'était quasiment la reprise. Et donc, c'est comme ça que ça démarre, en fait, réellement pour moi. Euh, Arrivé à Avignon, je pense que pour moi, ça a été vraiment une année ultra bénéfique parce que bah, je change de région, je signe professionnel et je suis dans une équipe, honnêtement, une bande de potes. Et en fait, on a réussi à déjouer tous les pronostics. En fait, on a eu des superbes résultats.
même si la saison s'est arrêtée en cours de route parce que c'était la saison Covid. Mais en fait, j'ai repris du plaisir en fait à jouer au basket là-bas. J'ai progressé également dans un milieu professionnel avec des adultes, etc. Donc c'était génial. Et après le Covid, ben, comme beaucoup d'équipes, il y a eu Avignon qui a eu des problèmes financiers. Et donc bah il y a eu changement de coach, il y a eu plein de choses qui ont fait que bah moi aussi au bout d'un moment, il fallait que je pèse le pour et le contre. Et voilà, et pour moi, la meilleure chose, c'était de trouver un autre projet que j'ai trouvé du coup à Toulouse l'année d'après. Et, euh, et voilà, et dans ce club, j'y suis resté pendant 4 saisons. Donc le Stade Toulousain Basket. Le Stade Toulousain Basket, qui était avant en fait simplement le Toulouse Basket Club, qui a une l'entité a été partagée avec le basket il y a la saison dernière. Oui. Donc voilà, en fait, je suis arrivé à Toulouse, pareil dans un nouveau processus, un changement encore une fois, nouvelle équipe, nouveau coach, nouvelle responsabilité, et pareil une année géniale où de très bons résultats. On passe à un match de la montée en Pro B, donc vraiment une très belle année. Un coach qui a su également me donner beaucoup de confiance et de responsabilité. Et, euh, et derrière, voilà, c'est une confiance s'est installée avec le coach, avec le club. Et c'est pour ça que j'y suis resté pendant un bon moment. Et, et voilà. Et aujourd'hui, une opportunité aussi en fin de saison dernière s'est manifestée avec Chartres, qui était également National 1 l'année dernière, contre qui on a joué. Et, euh, et sur dossier, un peu le même style d'histoire que je viens de te citer avec Avignon. Un peu au dernier moment, ils ont réussi à avoir un dossier pour la prouver et le coach, voilà, m'a appelé en me disant qu'il comptait sur moi, que ce soit en National 1 ou en Pro B. Et donc, voilà, 10 ans après, je découvre la Pro B, dans une saison très compliquée sur le plan collectif, satisfaisante sur le plan individuel, mais avec, voilà, rien de simple, on va dire, pour différentes raisons, mais voilà, une expérience géniale, quoi, encore une fois, et je profite, quoi, je profite. Donc là, on fait une photographie sur ta carrière. Donc Avignon, tu reprends goût à jouer. Tes coéquipiers sont devenus des potes. Et C'est c'est ça, vrai qu'en général, que ce soit en entreprise ou dans le sport collectif, dès lors qu'il y a du lien entre les gens, qu'il y a du plaisir, on le dit souvent, hein, tout seul on va plus vite, ensemble on ira plus loin. Et j'imagine que c'est ce que exactement. vous ressentez à cette époque-là. Donc basket ensuite à Toulouse, l'équipe durant 4 ans, et donc Chartres qui est votre adversaire, en fait, certainement, bah, comme beaucoup de clubs, hein, scout ce qui se passe dans le championnat et donc te recrute. Vraiment. Alors initialement donc pour la troisième division et finalement, retournement de situation, Chartres monte en Pro B et C'est ça, donc tu suis donc Chartres. Donc là actuellement tu es à Chartres. Euh, c'est ça. Lorsqu'on est basketteur pro, c'est alors footeux, basketteur, rugbyman. Euh, Est-ce qu'on a déjà dans un petit coin de sa tête euh, voilà, un plan B, je dirais. Si demain il arrive quoi que ce soit, voilà, la blessure grave, la perte aussi de goût, hein, parce que bah, le basket reste, j'imagine, une passion, mais c'est devenu un métier. Et comme dans tout métier, tu pourrais te dire à tout moment, bah, finalement, c'est plus ce que j'ai envie de faire. Hein. Ça existe. Hein. Ouais, bien Est-ce qu'il sûr. y a un plan B derrière tout ça pour toi, Victor? Ouais, bien sûr. Bah, c'est une très bonne question parce que, bah, avec tous les éléments que je t'ai cités avant, on peut déjà voir que même si la passion est là, que le goût, le plaisir est là, il peut aussi vite partir avec différentes situations vécues. Bien sûr. Euh, Personnellement, c'est pas encore le cas. Euh, Également, dans notre processus de formation, on nous répète souvent.
qu'on ne sera pas tous élus, Ouais. que les carrières sont très courtes. On parle de Aussi. 7 ans, 7 Ouais. saisons en moyenne. C'est bien de le rappeler, ça. Hmm. De l'expliquer aux gens que, alors là, dans ton cas, tu n'es pas à des salaires du type Kylian Mbappé, tu vois. Non, très loin de là, parce que Mais quoi voilà, qu'il encore une fois, arrive, ça prend bien très bien. le salaire moyen même en Pro A, ne suffit pas à vivre toute une vie, quoi. Tu vois? Non, c'est ça. Bon, le salaire moyen en Pro A permettrait de vivre toute une vie si on pouvait jouer au basket jusqu'à 70 ans. Voilà, Ça, c'est sûr. mais comme la carrière dure, allez, 10 ans, Comme la enfin, carrière, pour être voilà, grossier, tu vois. ouais, voilà, 10 ans généralement, voilà, on va dire que on se rapproche de la moyenne. Et Ouais, effectivement, il y a toujours des cas à part. bien sûr. Comme je te l'ai dit avant, moi, ça fait déjà 6 ans, donc je pense que je ferai un peu plus. Euh, mais voilà, on aime bien nous rappeler, nous rabâcher que on n'est pas tous élus, que les carrières ne durent pas très longtemps et qu'il faut penser à la suite. Chose qui est vraie, qui est vraie. Euh, Moi, voilà, c'est vrai que j'ai toujours pensé à ça également et et qu'encore aujourd'hui, je suis en train d'établir, on va dire, mon plan B. J'essaie de mener quelques actions pour pouvoir soit trouver quelque chose qui me correspond, euh, ou alors, voilà, comme je t'ai dit juste avant, mener deux, trois petites actions. Par exemple, aujourd'hui, je fais du basket. Ça fait 10 ans que j'ai un camp de basket avec mon père, où notre ADN, c'est d'essayer de donner envie aux enfants de travailler pour voir ce qu'ils pourraient donner dans le futur. On leur dit pas que vous allez devenir pro, mais voilà, travailler parce que on aime bien quand même quand on est jeune nous dire que être sportif de haut niveau n'est pas un métier. Et quand on nous dit ça, aujourd'hui avec le recul et l'âge, tu comprends qu'ils veulent dire que qu'il n'y a pas beaucoup d'élus, Ouais. mais pour autant, il faut comprendre aussi que c'est une possibilité, quoi. Et donc, pour ceux qui se donnent les moyens, vous pourriez devenir aussi un élu. Et donc Bien voilà, sûr. nous, notre objectif, c'est soit de donner cette envie-là aux jeunes, ou alors de les aider à progresser et à prendre du plaisir en jouant au basket. Donc c'est quelque chose qu'on développe avec mon père depuis 10 ans. J'ai également une entreprise, une micro-entreprise de coaching. Donc, où je fais du coaching basket privé et également physique, donc, un peu de prépa, etc. Je fais également quelques conférences en entreprise pour notamment parler en fait, des corrélations entre l'entreprise, le management d'entreprise et le management sportif. Bien sûr. Et voilà. Et également, je fais un petit peu d'immobilier où j'ai acheté mon appartement en janvier dernier. Et voilà. Et ce sera soit ma résidence primaire, soit en faisant quelques travaux, je le vendrai et voilà, ce qui me permettra d'avoir un pécule pour investir à nouveau dans autre chose. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je suis en train de me chercher encore un petit peu, mais ça commence à se mettre en place, tout en sachant que voilà, si tout va bien, encore entre 7 et 10 ans, je pense, à pouvoir réfléchir à tout ça. Je vais te poser quelques questions en vrac, et l'idée, c'est d'y répondre le plus naturellement possible. Euh, T'es tout jeune, mais je te sens vraiment carré dans ta réflexion, et on sent que tu es très Mm. mature pour ton âge. Est-ce que tu pourrais considérer aujourd'hui que tu as une figure de motivation, ou ce qu'on pourrait appeler un mentor? Aujourd'hui, avoir un mentor,
je pense que mon père est la personne qui se rapproche le plus de ce que je pourrais appeler un mentor, parce qu'il me conseille énormément sur le monde professionnel dans le basket, également dans le monde professionnel d'entreprise, parce que lui aussi est entrepreneur et que les chiens font pas des chats et que plus je grandis et plus je lui ressemble et que voilà. Donc ouais, je pense que mon père serait la personne la plus à même à être un mentor. Si tu devais nous citer, alors, tu es du milieu du basket, donc je vais en profiter. Ton 5 majeur. Donc, si je te laisse libre choix, tu es devant un jeu de basket. Tu as Mhm. 5 joueurs à placer sur le terrain. Quels seraient ces joueurs? Toute génération Alors, confondue, hein. toute génération confondue, euh, en meneur, je dirais Magic Johnson. En poste 2, je dirais Michael Jordan. En poste 3, je dirais LeBron James. En poste 4, je dirais Tim Duncan. Et en poste 5, je dirais Nikola Jokic ou Shaquille O'Neal. Sacrée équipe. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Du tout. Allez, si t'as deux, trois remplaçants comme ça. Kevin Durant, Stephen Curry. Ah ouais. Ouais, je vais en garder que deux parce il y a beaucoup trop de noms. Hein. Euh, Quand tu étais petit, alors j'imagine que tu étais focus basket, mais est-ce qu'il y a un métier qui, à un moment donné, t'as potentiellement passionné, tu te dis, bon, si le basket, ça le fait pas, je fais ça. Alors, je me suis jamais dit que le basket, ça allait pas le faire. Mais pour le coup, euh, quand tu grandis, quand tu es à l'école, forcément, on te demande aussi de faire les stages de troisième, etc. Et moi, c'est vrai que à l'époque, je voulais devenir kiné Super. parce que le corps humain et l'humain de façon générale m'interroge beaucoup et que le fait d'être aussi dans le milieu du sport, d'être au contact de blessures, mais aussi de savoir comment les guérir, le fait de manipuler pour guérir, ça me plaisait beaucoup. Aujourd'hui, bon, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Pour le coup, je pense pas que je serais kiné, mais ouais, kiné était un métier qui me plaisait beaucoup. Pour une soirée réussie, je te donne une table et 6 chaises. Tu as la sixième chaise et donc tu as 5 invités. Mhm. 5 personnalités autour de la table. Qui tu choisis? Tu vois, moi, honnêtement, je suis même pas certain de m'être posé la question une fois dans ma vie par rapport à ça. Et je suis même pas certain que ça m'intéresse. Tu vois, je pense que C'est une belle réponse. si j'ai Ça me cinq va très chaises, bien. en fait, si j'ai 5 chaises, je pense que Je je m'allonge mettrais sur les 5, tu vois. ouais. Non, non, tout seul, je peux pas être tout seul. Mais je pense que non, avoir un moment privilégié avec ma famille. Ouais. Autre question, un club en NBA. Demain, tu fais la saison de ta vie. Il y a un rêve, j'imagine, ultime pour tout basketteur, c'est de jouer en NBA. Avec quel maillot tu te vois? Alors moi, en fait, euh, le rêve de jouer en NBA a été assez court parce que j'ai vite compris que mon profil n'était pas celui espéré et attendu. Moi, je rêve plus d'Euroleague, si tu veux. D'accord. Euh, un club en Euroleague, le Real Madrid, ou alors le Panathinaikos, enfin ouais, des clubs un peu mythiques comme ça, avec une ferveur réelle pour le basket, des fans.
Ouais, moi, l'Euroleague m'attire un peu plus parce que à aujourd'hui, c'est encore potentiellement ce que je peux rechercher. Après, si je devais parler de NBA, ouais, peut-être aller à Miami, tiens. Bon choix. La gestion du temps, lorsqu'on est sportif à haut niveau, qu'on a une famille, tu es un jeune papa, il y a des déplacements, des préparations, des mises au vert, j'imagine, des entraînements tard le soir. Comment on gère ça? Honnêtement, je pense que c'est la chose la plus compliquée dans ce mode de vie. Euh, Parce que tout dépend d'où on joue, etc. Parce que c'est pas les mêmes organisations sur les clubs, mais ça peut nous arriver d'avoir le samedi notre emploi du temps pour le lundi, donc le lundi et la semaine qui suit. Donc, disons que c'est assez compliqué de s'organiser à long terme ou même à mi-terme. Euh, Moi, j'ai eu de la chance d'avoir rencontré ma femme très tôt. Et surtout, j'ai eu la chance qu'elle me suive, en fait, qu'elle me Qu'elles suive dans ce comprennent, mode de vie, qu'elle comprenne et qu'elle me suive, en fait, dans ce mode de vie qui est très spécial parce que bien sûr. sans le vouloir, en fait, tu passes toujours au premier plan. Tu es obligé, en fait, de fonctionner par rapport à nous. C'est ce qui est assez difficile par moment. Mm. Euh, donc, ça fait quand même 7 ans qu'on est ensemble. On essaye, en fait, de trouver un équilibre. Aujourd'hui, c'est moi qui ai quand même le meilleur équilibre parce que bah, je vis de ma passion, je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire, j'ai la famille que j'ai toujours rêvé d'avoir, on est en bonne santé. Enfin, je veux dire, moi, en fait, je vis presque un rêve éveillé, alors que ma femme n'avait pas forcément prévu de me suivre si tôt, de ne pas faire d'études de suite, voilà. Donc en fait, je pense que même au niveau familial, c'est une histoire de sacrifice. Ouais, mais complètement, hein. Euh, Elle en a fait énormément pour moi. Et moi, en fait, je sais que j'en ferai pour elle à la fin de ma carrière, mais c'est pas demain. Mais du coup, ce que j'essaye de faire au max, c'est ouais, de lui consacrer, de leur consacrer euh, tout le temps libre en fait que j'ai. Essayer de les aider, de les soutenir dans n'importe quel projet, parce que c'est l'une des seules choses en fait que je peux faire. C'est aujourd'hui être un soutien mental, financier, moral, etc. Mais c'est vrai que euh, si on ne trouve pas un conjoint ou une conjointe qui comprennent et acceptent le mode de vie, c'est Compliqué, très compliqué de créer une famille tout de suite. bien sûr. Et par contre, quand tu trouves le bon ou la bonne conjointe, et ben notre mode de vie devient, je trouve, extrêmement bien pour avoir une famille. Si je dois te donner un exemple, c'est que, allez, au plus intense, je vais m'entraîner, je vais être pris du moins 5 heures dans la journée. Ça veut dire que le reste du temps, je suis avec mon fils et avec ma femme. J'ai pas d'horaire de bureau, je pars pas à 7h30 de chez moi et je reviens pas à 19h. Euh, j'ai match moi je joue le vendredi. Donc dans le pire des cas, je reviens le vendredi, le samedi matin, aux alentours de 6 ou 7 heures du matin. J'ai mon week-end ou au moins mon samedi et dimanche matin avec ma famille.
Donc pour ça, c'est quand même assez bien parce que je vois, j'ai la chance de voir mon fils grandir et de passer du temps avec ma femme. Ça, c'est une fois que on va dire le contrat est bien établi, je trouve qu'on a quand même enfin, du moins, nous dans le basket et à ce niveau-là, euh, je trouve qu'on a quand même un métier où on a la chance de pouvoir passer du temps en famille, quoi. Donc si tu es Mais sur c'est un vrai que niveau, donc si je puis me permettre, si tu es sur un niveau, disons, intermédiaire, c'est confort pour vous. À partir du moment où j'imagine une deuxième compétition rentre en ligne de compte, championnat exactement, c'est ça. d'Europe, enfin, tu vois, une compétition européenne, quoi. C'est ça. Là, par contre, Non, beaucoup plus de déplacements, c'est etc., quoi. ça. Mais Exactement. c'est très important et intéressant, je trouve, de mettre en lumière le ou la partenaire aussi. C'est tout à ton honneur parce que on met en lumière le ou la sportive hein, de haut niveau. Mais la personne qui y suit fait énormément de sacrifices, que ce soit Ouais, scolaire, parce que parfois vous vous rencontrez très jeune, c'est votre ouais, cas, tu as 25 ans, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, donc elle avait 18 ouais. ans, tu vois, si vous avez le même âge, hein, je sais pas. Et donc c'est vrai que bah, vous changez de ville, tu vois. Demain il y a un C'est ça. transfert, là, tu arrives à Chartres cette année, vous étiez à Toulouse, vous aviez organisé Non, votre vie là-bas. exactement. À Chartres, si un jour il y a un autre club, bah, c'est pareil, c'est un C'est ça, déménagement, adaptation. totalement. Bon, ça arrive dans de nombreux métiers, tu me diras, mais Sûr. Et disons que ça reste quand même différent parce que dans d'autres métiers, donc je parle dans un cas de CDI, ouais, alors, nous, nos contrats sont des CDD. Donc, ouais, comme ouais. c'est temporaire, quoi, on le sait. Alors qu'un Hmm. CDI, évidemment, tu peux être amené à bouger aussi, mais tu as quand même cette stabilité. Il y a cette stabilité qui te permet de dire, bah, si j'ai envie, si je le souhaite, je peux rester là. Et je peux m'organiser par rapport à tout ça. Là, Là, à tout aujourd'hui, moment, tu te dis, dans 2 ans ou dans 3 ans, on ne sait pas où on sera, quoi. mais là, en fait, bon, là, c'est pas mon cas actuellement, mais je veux dire, ça peut être même dans une semaine, dans 2 mois, parce que ça arrive que ça se passe pas très bien dans un club, que le club souhaite engager quelqu'un d'autre à ta place, donc te remplacer, trouver un accord avec toi pour arrêter la collaboration, et donc en fait, tu peux jamais savoir. Ouais, ouais, ouais. C'est généralement, il y a forcément une contrepartie financière, mais il y a en soi, comme nous, on a un métier où on est constamment jugé, en fait. Hmm, hmm, Donc, ça hmm, veut hmm, dire hmm. que, ben, on a signé 10 mois, 11 mois. Soit tu vas au bout des 11 mois et tu peux après prolonger, ou alors à la fin des 11 mois, ben, tu cherches un autre CDD de 11 mois ou un peu plus, ou alors ça se passe pas bien et ça s'arrête avant, quoi. Et c'est pour ça que nous, déjà, en tant que sportif de haut niveau, c'est compliqué. Du moins, c'est pas stable du tout. Euh, mais oui, pour le conjoint ou la conjointe, c'est c'est quand même c'est très très spécial. Moi, mon père a toujours eu l'habitude de me dire, et je le comprends aujourd'hui, que voilà, être femme de joueur dans mon cas, du coup, c'est un métier en fait. Ah ouais, complet. C'est un métier. Ouais, ouais. C'est un métier, et donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense, de faire comprendre enfin, aux gens, aux jeunes sportifs qui un jour seront pros et bah, voudront créer leur famille. Et encore aujourd'hui, il y a cette chance, façon de parler, hein, d'avoir cette facilité, les réseaux sociaux, les visios, les choses comme ça. Imagine, C'est clair, il y a 30 ou 40 ans, c'est clair, ça devait être extrêmement compliqué, quoi. clairement. Pour terminer, j'ai toujours une question à poser à mon invité. Est-ce que tu aurais une personne à me conseiller ou à qui conseillerais-tu de venir être interviewé en Off Podcast? Quel que soit le milieu, hein, ça peut être le sport ou pas, d'ailleurs. Hum, non, très bonne question. Euh, moi, je pense que de toute façon, dans ton style d'émission, donc podcast, je trouve ça super intéressant d'avoir des personnes à plusieurs facettes, on Ouais, va dire. c'est l'objectif, ouais.
je me doute. Euh, Aujourd'hui, j'en connais pas 10 000. Euh, et le seul qui me vient en tête, c'est mon père, parce que lui aussi, comme je t'ai dit, les chiens font pas des chats. Donc lui également, il a, on va dire, pas mal de cordes à son arc. Mais je dois aussi avoir d'autres personnes comme ça dans mon réseau. Mais c'est vrai que, ouais, non, je trouve ça super bien de mettre en lumière ces personnes-là. En fait, toutes les personnes ont une histoire, mais je veux dire, les personnes avec un mode de vie spécifique et plusieurs facettes, je trouve ça super intéressant. On a tous plusieurs facettes. Et c'est Totalement. l'objectif initial pour que les gens puissent bien comprendre. Je finirai sur ça et t'en fais partie. C'est on catégorise les gens, Exactement. quel que soit le métier, hein, quel que soit le sexe, la religion, tout ce qu'on veut. On Totalement. catégorise et un sportif est un sportif, un intello est un intello. Et, C'est tu ça. vois, un peu à l'image du collège et du lycée, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, bah, tu le vois dans un journal, quand tu ouvres, il y a la rubrique sport, le truc, le machin. C'est clair. Dans ton cas, j'estime qu'il y a eu énormément de choses à raconter et dans divers sujets. Et ce sera le cas sur tous les invités. Donc, si ton papa écoute et que ça l'intéresse, en tout cas, je serais extrêmement intéressé d'avoir aussi l'œil du coach. Ça, Parce que comme tu le sais, j'ai eu monsieur Maestre Nicolas arbitre, toi aujourd'hui en tant que joueur. ouais. Et peut-être qu'un jour, il y aura un coach et peut-être que ce sera ton papa. On ne sait pas. Ah, tu en parleras en tout cas. Merci Victor pour ta gentillesse, ta Merci à disponibilité. toi, Tu Alexandre. remercieras ta famille de m'avoir octroyé cette interview aussi, parce que du coup, c'est du Problème. temps que tu n'as pas passé avec eux. Et on se dit Merci beaucoup. à bientôt, peut-être. À bientôt. Merci beaucoup, Alexandre. À toutes. Ciao, ciao. Ciao, ciao.